Bonjour. Lors du dernier billet consacré à la généalogie, nous avons décortiqué les actes d'état civil. Aujourd'hui, c'est au tour des actes paroissiaux, c'est-à-dire les actes d'avant 1792. Mais avant d'analyser les actes, je vous propose de revenir aux origines des registres de baptême, mariage et sépulture. En effet, connaître l'histoire des registres paroissiaux va nous permettre de comprendre certains problèmes que nous pouvons rencontrer lorsque nous recherchons nos ancêtres. Les registres les plus anciens qu'on peut trouver ou certaines lacunes par exemple. On voit tout ça après le générique et pendant ce temps-là, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter ou à vous abonner à la chaîne. Pour trouver les premiers relevés de baptême, mariage et sépulture, il faut remonter au XIVe siècle. Afin de contrôler l'âge au mariage et l'éventuelle parenté entre les futurs époux, l'Église commence, à cette époque, à tenir des registres. Le plus ancien registre de ce type est celui de Givry. Simple livre de comptes débuté en 1303, il inclut à partir de 1334 et jusqu'en 1357 les actes de baptême, mariage et sépulture, accompagnés des dons des familles pour chaque cérémonie. On a des preuves que d'autres registres ont été prescrits par plusieurs évêques aux curés au cours des XIVe, XVe et XVIe siècles, mais aucun ne subsiste aujourd'hui malheureusement. En août 1539, François Ier signe l'ordonnance de Villers-Cotterêts. C'est une ordonnance fondatrice pour la langue française, puisqu'elle précise notamment que tous les actes notariés et légaux doivent être rédigés en français, alors que jusque-là, le latin prédominait. Mais François Ier ne s'arrête pas là. Dans les articles 50 et 51, il pose les premières pierres de ce qui deviendra le registre paroissial et plus tard l'état civil. Il demande que les curés établissent des actes de baptême et de sépulture afin que ceux-ci puissent servir de preuve de date de naissance ou de décès si cela est nécessaire. L'ordonnance demande également le dépôt des registres auprès du greffe de la justice royale chaque année, mais les curés ne le respecteront que très rarement. Entre 1534 et 1563, sur fond de désaccord entre luthériens et catholiques, est organisé le Concile de Trente. Il permet l'établissement des bases des registres paroissiaux tels qu'on les connaît. Par exemple, pour les baptêmes, les noms des parrains et marraines doivent être mentionnés. D'autre part, en ce qui concerne les mariages, ceux-ci doivent être célébrés en présence de 2 témoins et le consentement des parents est obligatoire lorsqu'un des époux a moins de 25 ans. En 1564, lors d'un tour de France avec sa mère Catherine de Médicis, le jeune Charles IX découvre que l'année ne commence pas partout à la même date. Selon les régions, le jour de l'an se célèbre le 1er janvier, mais aussi le 1er mars, le 1er avril, à Pâques ou même à Noël. Le jeune roi va harmoniser tout ça en décrétant le 1er janvier comme jour de l'an pour la France entière. C'est l'édit de Roussillon, signé donc en 1564. Le pape Grégoire XIII finira d'harmoniser le tout en imposant dans toute la chrétienté le 1er janvier, jour supposé de la circoncision du Christ. Il en profitera pour corriger les erreurs calendaires du calendrier julien. C'est la création du calendrier grégorien, encore en vigueur aujourd'hui. Malgré l'ordonnance de 1539, les curés rechignent encore trop souvent à transmettre leurs registres au greffe de la justice royale. Pour régler certains différends, les tribunaux doivent encore faire appel à des témoignages oraux plutôt qu'à des preuves écrites. C'est pourquoi, en 1667, Louis XIV va signer une ordonnance qui va obliger les curés à tenir le registre en 2 exemplaires et à en transmettre un, appelé minute, au greffe du tribunal. Pour un baptême, les curés ont obligation de mentionner dorénavant les noms des parents et des parrains marraines et les faire signer, au moins sur le registre paroissial. Pour les mariages, les conjoints, leur âge, le nom des parents et des témoins, ainsi que leur signature est requis. De même, pour les sépultures, on exige que les noms des parents et des témoins soient inscrits, ainsi que leur signature. Comme la minute transmise au greffe du tribunal n'est finalement qu'une copie du registre gardé par le curé, retranscrite en différé, elle est souvent bâclée
et il y manque des informations par rapport au registre original. Notamment, il manque souvent les noms des parents et les signatures. D'autre part, à partir de 1715, à la mort de Louis XIV, le régent qui veut renflouer les caisses de l'État va exiger que le registre soit rédigé sur du papier timbré, c'est-à-dire du papier régi par les taxes, et acheté par les curés sur leurs propres deniers. Les curés se rebellent et beaucoup vont alors décider de ne pas remplir ni transmettre le second registre de minutes au greffe des tribunaux. C'est pourquoi aujourd'hui, de nombreux registres détenus par les archives départementales contiennent des lacunes dans les années 1715-1730. En 1736, Louis XV va donner au second registre la même valeur de preuve que le registre paroissial. Les deux registres doivent être remplis simultanément et contenir le même niveau d'information et les mêmes signatures. On voit tout de suite des exemples d'actes paroissiaux. Regardons du côté de Prémery, dans la Nièvre. Dans les registres paroissiaux, on découvre que le 15 janvier 1728 a été baptisée Jeanne, fille de Philibert Bernard, laboureur, et Marie Bouzia. On sait même qu'il réside au lieu dit de Cervenon, dans la paroisse de Prémery. Comme on a vu tout à l'heure, le curé nous donne également les identités des parrains et marraines, à savoir Pierre Bernard et Jeanne Rossignol. Ici, personne ne s'est signé avec le curé. Remontons un peu le temps, toujours à Prémery. Le 30 avril 1715 a lieu le mariage appelé bénédiction nuptiale entre Jean Boursier et Jeanne-Louise Marinier. Leurs parents sont indiqués, ce qui permettra de remonter à la génération précédente. Ici, pas d'autres témoins ne sont précisés. Voyons maintenant 3 actes de sépulture qui eurent lieu en 1714. Ce sont de bons exemples du côté aléatoire des informations qu'on peut trouver dans les actes. On voit ainsi que sur un acte, c'est l'âge de Jean Massé, décédé le 9 mai 1714, qui n'est pas renseigné. Le 11 mai 1714, dans l'acte de sépulture de Claude Maublanc, en revanche, il est précisé que celle-ci est veuve, mais le nom du conjoint est manquant. Dans l'acte de sépulture suivant, en date du 15 mai 1714, on voit que Jean Moreau, manœuvre, a été inhumé en présence de ses enfants et autres parents. On ne sait pas s'il est veuf ou si sa femme est encore en vie, ni même le nom de celle-ci. Pour finir, aventurons-nous au XVIIe siècle. En 1687, on y découvre le dernier jour du mois de juin le mariage entre Année Joly et Louise Simoneau. Aucune mention des parents. Il sera difficile de remonter à la génération précédente avec certitude. Il est simplement précisé que le mariage a été célébré en présence de Jean Simoneau et Claude Joly, ce dernier étant le frère du marié. Ce sont des indices qui vont aider, mais on voit combien le niveau d'information s'amenuise à mesure qu'on remonte dans le temps. Compte tenu de l'histoire chaotique des registres paroissiaux d'avant 1736, en généalogie, on peut espérer remonter jusque dans les années 1730 sans trop de problèmes. En revanche, au-delà, cela va dépendre beaucoup du curé, de l'époque et du lieu. Aussi, si une information ou une année est manquante avant 1736, il peut être très utile d'aller consulter non plus la minute, mais le registre original. Ceux-ci sont détenus par les archives départementales pour les petites communes. Mais attention, ils ne sont pas toujours numérisés. J'ai eu le cas d'un registre du Puy-de-Dôme, seule la minute était numérisée, or vu la petitesse du village, le registre original se trouve sûrement également aux archives départementales. Il convient alors de se rendre sur place aux archives départementales. Pour les plus grandes villes, il vous faudra vous rendre directement dans ces localités et demander à consulter les registres paroissiaux. Et entre 2 pages d'archives, vous pourrez toujours en profiter pour apprécier le panorama local.